Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina. Bonjour Anne-Charlène Bézina. Bonjour Dimitri. Vous êtes maître de conférences en droit public à l'université de Rouen et Sciences Po Paris. Est-ce qu'il faut réviser la Constitution de 58, la réviser à nouveau, oui, parce qu'il y a déjà eu des retouches à notre loi fondamentale. Emmanuel Macron, lui en tout cas, semble pencher de ce côté-là de la balance. Il a dévoilé hier ses intentions à l'occasion de l'anniversaire de la Ve République qui fêtait ses 65 ans. Qu'est-ce qui se dessine d'après vous, Anne-Charlène Bézina, dans ce qu'a proposé hier Emmanuel Macron? Quelles sont ses ambitions? Alors en réalité, cette réforme de la Constitution, elle n'est pas aussi ambitieuse qu'on pouvait le penser, notamment parce que les retouches qui vont être apportées sont quand même attendues depuis un moment. Le président de la République en avait parlé, je pense au statut de la Corse, notamment la semaine dernière, au référendum, après les tractations avec les Républicains lors des rendez-vous de Saint-Denis. Donc on pouvait s'attendre aux annonces qui ont été faites hier. Sur le plan institutionnel, ce qui est intéressant, c'est ce recours accru au référendum avec cet élargissement des questions qui pourraient être posées. Mais c'est vrai que voilà, c'est le plus gros morceau. Alors à la fois le statut de la Corse et de la Nouvelle-Calédonie, alors même si sur la Calédonie c'est particulier, en ouvrant l'autonomie de la Corse, on touche à quelque chose de quand même très ambitieux, de particulièrement symbolique aussi dans notre Constitution. Donc je crois que c'est encore plus le volet territorial qui sera intéressant à suivre que le volet référendaire, parce que il ne faut pas oublier que le référendum, c'est avant tout un pouvoir propre qui est actionné par le chef de l'État quand il le souhaite. Donc ce n'est pas parce qu'on élargira la liste des sujets que ça signifie nécessairement que le président aura plus recours à cet outil. Oui, c'est ça. Alors c'est effectivement, alors qu'Emmanuel Macron, c'est vrai, a annoncé son intention d'accroître l'autonomie de la Corse, il l'a fait la semaine dernière. Bon, il parlait hier d'une nouvelle étape de la décentralisation. Dans quel but, d'après vous, Anne-Charlène Bézina? C'est rapprocher le pouvoir des gens, c'est ça que veut Emmanuel Macron? Il y a aussi de sa part la conscience d'une véritable carence de sa présidence et de son parti essentiellement dans les territoires. On ne peut pas dire qu'En Marche et le président de la République se soient particulièrement ancrés dans les communes, les départements, les régions, et je pense que une main tendue vers les territoires est attendue, notamment aussi de la part du Sénat, qui sera un allié de taille du président de la République dans cette réforme de la Constitution, parce que le Sénat peut bloquer toute réforme constitutionnelle. Donc un acte vers les territoires, c'est aussi une concession faite au Sénat, il ne faut pas l'oublier. Oui, il faut rappeler que c'est compliqué de faire passer une révision constitutionnelle. Il faut que le texte soit voté dans des termes identiques par l'Assemblée, puis par le Sénat, puis par les 3/5 des parlementaires, ou bien par référendum. Bref, c'est un vrai parcours du combattant. Mais parlons un petit peu du référendum. On l'avait senti dès les rencontres de Saint-Denis à la fin du mois d'août. Emmanuel Macron voudrait en élargir un petit peu le gabarit. Le référendum s'est borné dans la Constitution par l'article 11. Il veut donner davantage la parole au peuple. Ça y est, on n'a plus peur du référendum, de ce que le peuple pourrait décider, Anne-Charlène Bézina? Alors, peut-être attention aussi à ce que l'on peut attendre de cette annonce. La première chose, c'est qu'on n'a pas encore complètement le périmètre de ce que sera ce nouvel article 11. Alors, aujourd'hui, l'article 11 nous permet de faire consulter le peuple sur toute question sociale, environnementale, financière. Et l'idée, j'imagine, est sûrement d'ouvrir cela aux questions de société. Mais encore une fois, ça dépend de quel scope on va choisir. Est-ce qu'il s'agira de nationalité, d'immigration, de droit pénal? Et encore une fois, peut-être que ces choses-là sont un peu dangereuses à ouvrir au référendum. Et je note aussi qu'il y a Pourquoi? Parce que le droit pénal, par exemple, ce sont des choses qui méritent d'être mûries pendant très longtemps. Les lois pénales sont particulièrement importantes quant aux conséquences qu'elles vont avoir. Et donc, on se dit souvent que le fait de donner directement la parole au peuple sur ces questions, sans lui avoir donné la délibération, c'est peut-être aussi le faire se prononcer sur quelque chose à chaud qui peut être dangereux pour l'unité du pays. Et c'est pour ça notamment que ça avait été sorti du champ du référendum en 58. Donc attention à ce que l'on touche. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction malgré tout, Anne-Charlène Bézina? Parce qu'Emmanuel Macron hier, justement, un référendum sur l'immigration, alors il n'est pas très favorable, il l'a dit assez clairement hier, il dit attention, ça ne doit pas permettre le référendum de se soustraire aux règles de l'état de droit. Et puis de l'autre côté, il est prêt quand même à aller jusqu'à l'inscription dans la Constitution de l'accès à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, donc du sociétal.
dans la loi fondamentale. Alors d'abord, est-ce qu'on a du recul sur ce genre d'innovation constitutionnelle? Et puisque, est-ce que vous ne voyez pas, vous aussi, une contradiction? Oui, ok à l'IVG, mais non à l'immigration. Ça, c'est pas un sujet pour le référendum. Alors, il y a une première contradiction en effet dans le choix des sujets, et puis une deuxième aussi, puisque il faut rappeler quand même que la proposition de loi relative à l'inscription de l'IVG dans la Constitution est une proposition, c'est-à-dire qu'elle vient du Parlement, elle vient directement d'un groupe parlementaire et pas du gouvernement. Et ces propositions-là doivent normalement être obligatoirement soumises au référendum. Or, le groupe qui était à l'origine de la rédaction de la loi constitutionnelle a dit, eh bien, je préférais que ça ne soit pas soumis directement au référendum, et c'est pour ça que je fais appel au président pour que ce soit le Parlement qui discute, pour ne pas scinder les Français autour de cette question de l'avortement. Donc on voit bien que finalement consulter les Français sur les questions sociétales, c'est quelque chose que le gouvernement craint également. Donc on se demande pourquoi on ouvre plus alors que finalement là où on avait la possibilité de consulter le peuple, on ne l'a pas fait. Donc vous voyez, il y a déjà aussi une tendance à la contradiction par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en plus on sent bien que cette inscription de l'avortement, c'est une main tendue vers l'opposition, et presque tout dans cette réforme constitutionnelle est un peu une concession faite aux oppositions, une concession faite au peuple, une concession faite au territoire. C'est un peu la révision constitutionnelle de sa majorité relative, à mon sens. Merci beaucoup Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste. Merci d'avoir été avec nous. C'est quand même étonnant. Avant le référendum, on en avait peur parce qu'on se demandait ce que le gouvernant pourrait en faire. On appelait ça le césarisme. Aujourd'hui, on a peur de ce que le peuple pourrait répondre à la question qui lui est posée. Il est 7h18 sur Europe 1. Dans moins de 5 minutes, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Le 5 octobre 1988, quand le chef d'orchestre Karajan donne son dernier concert à Paris. Allez, à tout de suite. L'édito éco sur Europe 1. Les conseillers